quelle est la première formation que vous avez entreprise après justement cette phase de réflexion? Ouais, donc c'était le stage d'auto-hypnose. À la base, c'était un stage d'auto-hypnose et celui pour le grand public, entre guillemets, était passé ou était complet, je sais plus, mais en tout cas, je pouvais pas le faire. Et du coup, il y avait aussi moyen à l'époque de faire le stage d'auto-hypnose, mais celui pour la formation professionnelle, et ça s'arrêtait là. Et du coup, voilà, ça c'est arrivé comme ça, je me suis formé, premier stage donc d'auto-hypnose, et là, il y avait une approche neurosciences, et je me dis, waouh! Pourquoi j'ai pas appris ça à l'école quand j'étais en 6e ou même en 3e en fait, j'ai l'impression qu'on me donnait le mode d'emploi du cerveau. D'accord. Donc là, c'était le coup de fouet. Donc je me suis formé en hypnose, à la base, pas pour accompagner, mais vraiment juste pour moi en fait. C'est souvent le cas Ouais. une recherche personnelle qui après peut évoluer vers autre chose. Mais, donc votre première formation, c'était laquelle? Auprès de l'école centrale d'hypnose? École centrale d'hypnose après D'accord. formation. Et comment ça fonctionne? Quel format? Ça dure combien de temps? Qui vous forme? Comment ça Alors là, ça durait un an. Un an, et c'est 4 jours 4 jours par mois. On arrivait à 36 jours, je pense, de mémoire. Et avec différents modules, donc il y a une partie où c'est le docteur Daniel Debex, donc lui qui est... Daniel? Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc lui qui est à la base docteur en psychologie. Qui a fait vivre l'hypnose en France pendant de longues années. Ouais, moi qui a été mon premier mentor pour le coup, qui m'a vraiment aidé aussi en tant que personne à prendre mon envol. Donc Daniel, d'autres formateurs, certains sont psychologie de l'enfance, etc. Voilà comment ça se passe. Donc c'était 4 jours par mois sur un an. D'accord. À l'issue de ça, ou pendant cette formation, il y a des projections justement déjà peut-être professionnelles. Genre tiens, moi qui ne sais pas quoi faire, ça pourrait être une perspective ou une... Ouais, première projection, c'est pourquoi je n'ai pas appris ça à l'école. Et du coup, je vais monter une association pour enseigner aux jeunes dans les jeunes décrocheurs scolaires. Je vais leur enseigner ce que j'apprends, simplement. Et en fait, ça a été super vite. Là, j'ai compris la loi d'attraction. C'est-à-dire que j'ai visualisé cette association, je me suis visualisé dans 5 ans enseigner dans les collèges, lycées, et finalement 6 mois plus tard j'intervenais dans un lycée avec une classe. 2 ans plus tard j'intervenais dans 4 lycées avec 6 classes, donc le lundi, mardi, mercredi, j'étais tout le temps dans les cours, et j'ai fini même en juin 2017 ou 2018, je sais plus, avec une conférence devant une 50aine de profs sur cerveau, mode d'emploi. Ah super. Donc voilà, c'était le parcours. Donc comment l'hypnose je mettais au service des jeunes en fait finalement. Ah super. C'est une question que je voulais réserver pour après avoir fait pas l'inventaire de vos différentes formations, mais il y a un élément de réponse. La perception justement de ce type de formation, de ce type de démarche qui sont un petit peu hors circuit parce que c'est pas universitaire, c'est pas par les institutions. Donc là par exemple, le fait de donner des conférences, d'accompagner des groupes en milieu scolaire, ça vous a jamais posé de problème ça... Non du tout, parce qu'en parallèle donc je faisais la formation à l'Institut de neurosciences et à aucun moment j'ai nommé le mot hypnose qui peut faire peur, donc je parlais à la neuroscience. Et le fait de disposer d'un bagage universitaire à la base, c'est aussi probablement un gage de crédibilité supplémentaire. Le master qui aide. C'est clair. Donc, École centrale d'hypnose, et ensuite, du coup, l'Institut des neurosciences. Donc, quelle différence entre les... C'était un peu les deux en même temps, d'accord. Quelle est la différence entre ces deux instituts? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté respectivement? Quelles sont leurs approches? L'Institut des neurosciences, du coup, c'était plus neurosciences mais coaching. Donc, je pense que si l'Institut des neurosciences, ça restait quand même des neurosciences du basique. Mais ça m'a apporté quand même un certain des bases, tout simplement, que tout le monde devrait connaître. Après, l'hypnose, pour moi, a été plus profonde en termes de transformation, le pouvoir alors même si eux, à l'époque, ils appellent ça inconscient, moi, je suis plus subconscient. Comment le subconscient va nous guider au quotidien et comment est-ce qu'on peut reprogrammer. Finalement, c'est les anciens programmes. Donc, Oui, vous faites référence à quelque chose qui semble avoir une place importante dans votre programme aujourd'hui, le fait justement qu'on n'altère pas le conscient et qu'on travaille vraiment en pleine conscience. On pourrait dire aujourd'hui, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que ça veut dire des choses dans certains environnements, mais où on ne va pas justement altérer l'état de conscience pour aller toucher quelque chose de caché. On travaille vraiment en pleine conscience, d'accord. Super. La dernière, donc, on a dit une formation en un an, la seconde, là, sur l'Institut des neurosciences, c'était un peu la même chose, 6 mois. Alors pour le coup, pour les gens qui nous écoutent, en 3 mots, peut-être plus, mais
Les neurosciences, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on en entend beaucoup parler, comme de beaucoup de sujets, et parfois, voilà, on en a une définition qui n'est pas forcément juste. Pour vous, c'est quoi les neurosciences et en quoi ça a un impact justement sur la vie des gens? Alors, pour moi, les neurosciences, alors, sans prendre de posture d'expert, parce que pour moi, l'Institut des neurosciences, c'est des formations qui peuvent être beaucoup plus poussées. Donc, modestement, avec ce que je connais aussi, c'est vraiment juste pour moi comprendre comment le cerveau fonctionne. Et la première chose, déjà, c'est est-ce que je vois ce que je crois ou est-ce que je crois ce que je vois? Et de comprendre qu'au final, en fonction de nos croyances, eh bien, il y a certaines parties du cerveau qui vont, comme le système réticulé activateur, qui vont filtrer quelles informations elles vont remonter à la conscience. En fonction des représentations, je viens par voir ce que j'ai l'habitude de me représenter et le reste va peut-être m'échapper un petit peu et va disparaître de mon expérience. Exactement, c'est comme par exemple, on va acheter une nouvelle voiture de telle marque et du jour au lendemain, on la voit partout. Et est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Non, par contre, on les voit plus. C'est juste à comprendre que, en fonction de ce que je vais profondément croire et ce qui va être important pour moi, alors le cerveau va. Enfin, le cerveau, il y a une partie du cerveau qui va envoyer à la conscience, au mental, entre guillemets, certaines informations. C'est ça qui est. Et pas d'autres. Et pas d'autres. Et pas d'autres, c'est ça. Du coup, on peut louper aussi plein d'opportunités. Avec l'effet de renforcement, du coup, parce que plus on le voit, plus on y croit, exactement. etc. C'est ça. D'accord. Et alors, pour revenir justement au parcours de formation, dernière étape, en cours, si j'ai bien compris, l'Institut SANE. Celui-là est fini, c'est bon. D'accord, pour système d'alignement neuro-émotionnel, c'est ça? Ouais. D'accord. Alors là, pour le coup, en quoi ça intervient en complémentarité des autres? Qu'est-ce qui fait à ce moment-là ressentir le besoin de dire j'ai envie de poursuivre ma formation et comment? C'était encore une fois, alors j'étais formé en hypnose, j'étais formé en neurosciences, mais il y avait une question à laquelle je n'arrivais pas à répondre. C'était le fameux qui suis-je? Ah oui. Le fameux qui suis-je. Légère question. Ouais, c'est ça. J'avais cette fameuse quête de qui suis-je. Et donc, entre-temps, je suis parti méditer en Thaïlande pendant 20 jours. C'était 20 jours là-bas dans le silence total. Et j'avais commencé à répondre là-bas à ces questions. J'ai même ressenti, et c'est pour ça aujourd'hui que la dépolarisation est née. C'était vraiment le facteur. Et l'Institut SANE, en fait, c'est simplement un ami qui s'était inscrit à un programme, donc il veut devenir architecte de votre vie, avec un programme de Magnier Sam et Rajarinpour, les deux cofondateurs de l'Institut SANE. Il m'a dit Pierre, regarde ça, ça va te plaire. Et là, j'écoute et je regarde et je me dis waouh, c'est la formation qu'il me faut. Ça allait vraiment plus profondément en termes symboliques, sur l'étymologie, sur vraiment d'où on vient, où on va. Enfin, c'était vraiment intéressant. Donc c'est ça qui m'a poussé à franchir ce gap. D'accord. Alors, parce que d'où on vient, où on va, c'est effectivement des questions qu'on peut se poser de plein de façons. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on est attiré justement par ce type de format ou par ce type d'approche ou par plutôt que d'entreprendre la lecture des présocratiques qui se posaient finalement les mêmes questions et qui se font des réponses un peu différentes? Voilà, qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans cette démarche-là plutôt que dans une autre? Moi, c'était le côté, la quête de sens, et deux, avec des méthodes où les personnes qui enseignent, je sentais, Magnier Sam et Rajarinpour, qu'elles incarnaient réellement leur message. Une cohérence avec, vraiment, pour le coup, je les voyais vraiment alignés, alignés neuro-émotionnellement. Et donc, ils sentaient vraiment le bien-être. Mais même les formations à l'Institut SANE, je me suis rarement senti, quand je rentre dans une formation où je sens l'énergie qui était vraiment saine et bonne, avec des gens qui ont travaillé sur eux, qui ont réglé pas mal de problèmes avec eux, et qui sont juste présents et juste bien. Et c'est ça qui m'a attiré en fait. C'est quand même bizarre, ils ont l'air d'être pleins. D'accord. Parce que vous avez évoqué rapidement, parce que c'est inclus dans le nom justement, l'alignement neuro-émotionnel. Donc c'est quoi? C'est l'alignement entre mes émotions, ce qui se passe dans ma tête, mes actions. Oui, exactement, c'est ça. C'est-à-dire que peut-être que des fois je rêve d'être, pour le coup, champion du monde, et pour autant le corps il va pas s'engager. Donc ça veut dire que j'ai un problème d'alignement entre mes pensées, donc mes pensées qui sont simplement des pulsions électriques, et le corps, donc le subconscient qui est relié au corps, et le corps lui qui est plus du coup l'émotionnel, la chimie, où là il y a un problème entre mes pensées, mon cortex préfrontal, mon mental veut aller quelque part et le corps il veut pas y aller. Et donc le système d'alignement neuro-émotionnel, c'est simplement réaligner les pensées et le corps pour que le cavalier et le cheval aillent dans la même direction. D'accord. Alors j'imagine que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais
Ça se fait dans quel sens? C'est-à-dire, est-ce qu'on réaligne le mental avec l'émotionnel, ou est-ce qu'on met le mental, le corps au niveau du mental? Comment ça se... Ou c'est les deux qui se Alors du coup, rejoignent au milieu? on peut voir les choses sous les différents points de vue. J'aurais tendance à dire qu'en premier, ça va être d'abord, on regarde s'il y a un blocage corporel qui empêche d'aligner justement le corps avec les émotions. Et souvent, c'est là parce que le subconscient, les croyances, ils les a validées souvent entre 0 et 6 ans, ou jusqu'à l'adolescence. Donc on va souvent déverrouiller les croyances dans le corps pour libérer simplement l'énergie du corps à aller là où les pensées veulent aller. En revanche, parfois aussi le corps ne veut pas aller dans un endroit parce que la personne est simplement fantasme quelque chose. Donc je veux aller là-bas parce qu'elle a vu à la télé des champions, elle a vu là-bas gagner je sais pas, 10 000 euros par mois, et du coup elle fantasme que ça va la rendre heureuse. Et du coup elle est simplement en train d'essayer de vivre en dehors de son système de valeurs. Et là, à mon sens, du coup, c'est plus à la personne, avec son mental, la conscience de réaligner là où le corps veut aller. Comment on fonctionne? Ça m'intéresse beaucoup, moi, cette histoire de fantasme, parce que c'est pour ça que des birdie plein la tête, du rêve au projet, mais on constate que parfois, il y a même une étape avant ça, c'est-à-dire du fantasme au rêve. Ouais, c'est-à-dire de quelque chose qui finalement, c'est une histoire, mais c'est une histoire qui est là pour n'être qu'une histoire. Une histoire qu'on se raconte et qui nous fait nous sentir bien, mais qui n'a pas vocation à devenir réel. Là où pour moi un rêve justement serait quelque chose qui aurait vocation à devenir réel. Comment justement on sort de ce, notamment dans une société comme ça, qui est une société de la représentation, une société de spectateurs, comment on sort justement de cette satisfaction de simplement se raconter une histoire qui n'a aucun rapport avec la réalité? Alors comment on sort de cette histoire? Je pense que c'est simplement se regarder en face et se dire ok, qu'est-ce qui est réellement important pour moi, même si ça ne plaît pas à papa, à maman, à mes copains, etc. Et qu'est-ce qui est réellement important pour moi. Il y a un moyen très simple de repérer le fantasme, c'est se dire, quand j'ai ce que John de Martini appelle le negative talk, c'est-à-dire est-ce que je me dis il faut que je fasse ça, et quand je ne fais pas, je me fouette, je devrais faire ça. Donc dès qu'on va marcher à la motivation, c'est-à-dire je veux aller là-bas, comme ça une fois que j'y serai, j'aurai la carotte, ou alors il faut que je le fasse, sinon il va m'arriver ça. Le bâton, dès qu'on est dans la motivation, on n'est pas dans l'inspiration. Lorsqu'on est dans l'inspiration, on est capable de se dire j'ai le projet qui est là-bas, il faut s'entraîner 10-15 heures par semaine, ouais c'est ok, je vais payer le prix. Alors que quand on est dans la motivation, on a le fantasme de dire je veux ça, mais je veux tout de suite et je ne veux pas payer le prix. Donc comme des fois j'ai une personne où je sens qu'elle n'est pas alignée, je lui dis ok, donc ton objectif c'est d'aller là-bas, c'est ça? Ouais c'est ça, je veux ça. Ok, donc quoi tous les inconvénients? Dites-moi tous les inconvénients. On a 50 inconvénients. Okay. Voilà, ça c'est les inconvénients de ton rêve. Est-ce que tu es prêt à payer le prix ou pas? Finalement, non. Ok, qu'est-ce qui t'inspire alors? Qu'est-ce qui t'inspire? Mais ça va être moins bien vu par papa, maman. Ok, on s'en fout. Qu'est-ce qui t'inspire? Et pas à contrario, mais personne qui va être incapable de lister les inconvénients, c'est vraiment quelqu'un qui est complètement déconnecté de la réalité du truc. Quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, si elle les voit pas, c'est qu'il y a l'ego. Elle s'est jamais projetée dans la réalité du truc, et c'est jamais vraiment posé la question. Et puis l'ego, je pense, je crois que, j'aimerais dire, je pense que c'est l'ego tout simplement qui bloque. Du coup, je préfère me mentir, rester dans ce schéma-là, plutôt que de voir la réalité telle qu'elle est. Bien, intéressant ça. Et alors, je reviens quand même sur ma question, même si donc l'hypnose, pour le coup, même si on ne l'appelait pas forcément comme ça, mais trouve une entrée dans le milieu scolaire, ce qui est plutôt une bonne chose pour le coup. Pour le reste, donc on parle d'effleurer les neurosciences, de travailler avec toutes sortes de terminologies qui peuvent avoir toutes sortes de sens différents. Comment c'est perçu ça part dans le milieu du sport par exemple? Est-ce que c'est bien reçu ou est-ce que ça paraît des choses ésotériques, pas sérieuses? Comment c'est perçu? Du coup, je trouve qu'il y a les deux. Il y a des gens qui vont vraiment venir. Voilà, moi, c'est vraiment les athlètes qui viennent parce qu'à un moment donné, ils sentent qu'ils ont un blocage et lorsque je fais mon storytelling, tout simplement, ils se reconnaissent, du coup, ils passent à l'action. En revanche, pour les entraîneurs, des fois, on peut entendre mais la préparation mentale avec lui, ça n'a pas marché, il réfléchit pas assez, c'est sur le ton d'humour, mais il y a cette phrase de pourquoi. Et je pense aujourd'hui que c'est peut-être plus les athlètes qui s'en rendent compte qu'ils en ont besoin que les entraîneurs qui pensent que ce serait utile d'aller voir un préparateur mental. Parce que l'athlète, il sait, il s'entraîne, techniquement il est au top, physiquement il est au top, mais mince le jour J, ça passe pas. Donc l'athlète, il sait qu'on ne peut plus rien faire extérieurement. Enfin, on peut continuer à le faire, mais si on n'est pas capable de livrer à 100% le jour, il va falloir effectivement avoir une énorme marge si on veut réussir à gagner quelque chose.
Le milieu universitaire, pareil, est-ce qu'il y a quoi? Il y a une acceptation courtoise, comment dire, une adhésion ou un rejet de ces techniques? Alors, pour l'instant, j'ai pas encore été confronté au milieu universitaire, donc je sais pas, je verrai quand ça viendrait. Je pense que chacun, encore une fois, a son système de valeurs. Moi, je l'ai aussi, c'est-à-dire que j'ai également mes préjugés par rapport à certaines personnes, et j'ai le droit, et donc j'accepte que D'autres puissent avoir on a le droit à avoir, et donc j'accepte qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont pas être d'accord, vont me remettre en question, et bah, je sais qu'ils ont le droit de le faire. Donc ça me dérange pas qu'on soit, et au contraire, si des personnes veulent un débat constructif, je dirais, en revanche, si des personnes me disent ok, t'as tort, ça marche pas ce que tu fais, je dirais juste ok, si ça te plaît de croire ça, crois ça. Donc voilà. Mais à ce stade, vous n'estimez pas avoir eu des bâtons dans les roues ou des conflits ou des personnes qui vraiment ont cherché, si ce n'est à vous nuire, en tout cas à vous barrer le chemin, compte tenu du fait que vous portiez une autre approche que la leur, quoi. Pour l'instant, j'ai pas perçu. Après, je pense que j'y prête aussi très peu d'attention, et peut-être que pour l'instant, j'arrive du coup à ça, mais on verra.